Et les amis, c'est l'heure de bricoler avec Jean-René. Cette semaine à Bricolons avec Jean-René, nous apprenons à comment se fabriquer l'eau nue à la maison pour pas cher. Ça vous prend premièrement une feuille de presswood, un étendeur, de l'adhésif transparent et du prélor très cheap. Il est en effet facile de bricoler l'eau nue à la maison car les dignitaires semblent discourir devant un mur de tuiles cheap de salle de bain. Un mois pour reprendre les discussions. Avouez que pour l'Assemblée de toute la planète, ce n'est pas très glamour. Which is why we must stand up for the rights of gays and lesbians everywhere. Je vous suggère personnellement les tuiles les plus cheap à 84 cents le pied carré chez votre quincaillier le plus près de chez vous. La procédure est simple. Je fais attention, c'est une cravate à Simon du Rivage. Vous collez 16 tuiles sur le presswood et vous attendez 24 heures que ça sèche. Prenez un presswood un peu plus épais que le mien. Vous n'avez qu'à installer l'eau nue dans votre sous-sol et ajuster la hauteur au besoin. Vous pouvez procéder à votre discours aux nations. Cette semaine à Infoman, une manifestation d'amour pour Jean Charest, l'essentiel du témoignage de Jacques Duchesneau et une visite du Montréal Orange. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission d'Infoman qui débute en direct de l'ONU où la Palestine a demandé à être un pays. Évidemment, Israël s'y est opposé, ce qui fait que nous sommes repartis pour un autre 20 ans. Voici la demande qui sera soumise au Conseil de sécurité. President Abbas, why don't you join me? Let's negotiate peace. Évidemment, plus près de nous, c'est un autre témoignage qui nous a intéressés, celui de M. Duchesneau, qui a passé 72 heures à répondre aux questions des députés. On parle maintenant avec Brahim Saïdi, qui est professeur en haute études internationales à l'Université Laval. Bonsoir, M. Saïdi. Bonsoir. Alors, est-ce que c'est un geste symbolique qui a eu lieu à New York, à l'ONU? Je ne pense pas que c'est un geste symbolique, mais c'est une réussite politique pour l'autorité palestinienne parce que la demande présentée par Mahmoud Abbas a bien démontré plusieurs choses sur le plan politique. D'abord parce que cela a bien illustré d'une façon très claire que les États-Unis ne sont pas un médiateur fiable, honnête, qui cherche à balancer les positions opposées, notamment en celle des Palestiniens et des Israéliens. Les États-Unis, on comprend très bien, prend position en faveur et une position inconditionnelle en faveur d'Israël. Il ne va pas hésiter même d'utiliser son veto. Donc, pour bloquer la demande, ça, c'est une réalité politique qui a été bien démontrée par cette affaire politique au sein de l'ONU. Deuxième chose là, la demande palestinienne explique très bien les failles des systèmes et que le système n'est pas basé sur des règles équitables. En effet, l'Assemblée générale est considérée théoriquement comme le Parlement des Nations unies. Mais c'est un Parlement, en réalité, son pouvoir de légiférer. Le pouvoir décisionnel, le pouvoir politique réel, c'est entre les mains du Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité est composé par des membres permanents et non permanents. Et d'ailleurs, ce qui a historiquement bloqué ce système onusien, c'est le droit de veto, et les États-Unis ne vont pas hésiter d'utiliser ce veto-là. Et d'ailleurs, depuis 1972 jusqu'à 2006, les États-Unis ont utilisé à peu près 42 vetos contre les résolutions qui condamnent Israël. Et justement, le Conseil de sécurité va avoir entre les mains cette requête là, qui a été déposée par M. Abbas. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire justement avec ça? Il y aura veto américain, c'est certain? Il y a certainement, je soutiens l'idée selon laquelle que c'est une réussite politique pour l'autorité palestinienne. Mais en réalité, il y a plusieurs incertitudes sur la réussite techniquement au sein, compte tenu du système des Nations Unies, parce que finalement, le secrétaire général va transmettre immédiatement la demande au Conseil de sécurité qui va l'étudier. Pour que la demande soit acceptée, il faut que 9 pays membres votent pour. Si les États-Unis ne décident pas d'utiliser le veto, donc la demande va passer, mais s'ils décident d'opposer leur veto, donc la demande ne va pas passer. Donc c'est ça la question sur le plan technique, ça pose problème. Et d'ailleurs, les États-Unis ont fait recours à une politique de lobbying afin de convaincre les États de ne pas voter pour.
Et pour Mahmoud Abbas, là, au cours des derniers mois, sa popularité était en baisse. On le traitait même de valet des Américains. Là, avec ce geste-là d'éclat, la popularité qui va monter, c'est positif pour le leader? C'est exactement ça les points que Mahmoud Abbas vient de marquer, parce que l'autorité palestinienne gagne plus de crédibilité, notamment sur le plan de la scène politique palestinienne. Donc Mahmoud Abbas est devenu plus crédible, plus populaire et gagne de points vis-à-vis son rival, notamment le mouvement Hamas, parce que depuis 2007, le peuple palestinien est dispersé entre deux entités politiques, le Gaza contrôlé par le Hamas et la Cisjordanie contrôlée par le mouvement Fatah, là où il y a le pouvoir de l'autorité palestinienne. Et d'ailleurs, Hamas, jusqu'à maintenant, n'a pas vivement critiqué la démarche de Mahmoud Abbas. Il a adopté une stratégie, ce qu'on appelle en anglais « wait and see ». C'est-à-dire donner le temps à M. Abbas pour savoir jusqu'à où ira ce processus-là, parce qu'ils savent d'avance que ce processus sera bloqué par le veto américain. Mais au-delà de ça, il y a une réussite politique. Maintenant, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités vis-à-vis un droit légitime et historique du peuple palestinien d'avoir un État viable et indépendant. Brahim Saidi de l'Université Laval, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour nous expliquer en détail ce qui s'est passé.